de Radio Istanbul. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la chance de recevoir Madame Rita Baker, qui est diététicienne et nutritionniste. Nous allons parler de l'alimentation du diabétique. Mais nous insistons surtout sur la prévention. Nous savons que pour le diabète, il y a deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Le diabète de type 1, le diabète de type 1 intéresse surtout les enfants et les jeunes adultes. Et le diabète de type 2 concerne les personnes âgées à partir de 40 ans. Donc, ce diabète est très fréquent en Martinique. Il s'agit de l'alimentation surtout très sucrée qui provoque le diabète. Alors, je rappelle que le diabète est concerné par l'hyperglycémie. Nous avons dans notre organisme le pancréas qui sécrète l'insuline, et c'est l'insuline qui permet de régler la glycémie. Et quand cette glycémie est supérieure à 1,30 g jusqu'à 1,50 g, on commence à parler de diabète. Notre histoire est liée à cette industrie sucrière. Hein. Nous savons très bien que le sucre a été donné vraiment comme alimentation à partir de la traite négrière, où on a cultivé la canne à sucre pour pouvoir nourrir les esclaves. Et à partir de cela, il s'est développé, après la colonisation, une industrie sucrière qui a permis de se développer aux États-Unis. Et il y a eu même un lobby du sucre qui a permis de changer, si on peut dire, les recommandations en ce qui concerne le sucre. Au départ, on a fait des études qu'on peut considérer comme frauduleuses, en disant que c'était les maladies, c'était les graisses qui entraînaient les maladies cardiovasculaires. Donc, comme les graisses entraînaient les maladies cardiovasculaires, il fallait réduire les graisses. Et pour réduire les graisses, dans les recommandations, on augmentait la quantité de sucre. C'est-à-dire, dans les recommandations, on disait qu'il fallait 55% de notre alimentation contenant des sucres. Alors, dans les sucres, il y a les sucres rapides et les sucres lents. Donc, on a augmenté la quantité de sucre dans ces recommandations. Et c'est ce qui a entraîné toutes les maladies chroniques qu'on connaît, avec l'obésité aux États-Unis et le diabète qui s'est développé dans le monde et chez nous aussi. Donc, avec Mme Rita Baker, nous allons insister sur l'alimentation, non seulement quand on est diabétique, mais sur l'alimentation qui nous permet d'éviter de devenir diabétique. Mme Rita Baker, que pouvons-nous dire? Alors bonsoir, bonjour, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette émission. Alors effectivement, donc je suis diététicienne nutritionniste holistique. Alors je vais tout détailler. Diététicienne, c'est l'art de pouvoir mettre le corps à la diète pour 1, 2, 3, 4 jours en fonction, un mois, et de nourrir, donc d'apporter des éléments nutritifs au corps qui sont adaptés à son évolution. Donc diététicienne, l'art de faire la diète, nutritionniste, l'art de nourrir correctement l'organisme. Et holistique, c'est prendre la personne dans sa globalité. Nous sommes faits effectivement de chair et d'os, nous sommes un corps physique, mais nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes également un corps émotionnel. Nous avons senti des bagailles, nous aussi en pensée, on a des croyances, on a une vision du monde, on a justement un paradigme à l'intérieur de nous, et puis on a un corps spirituel. Donc c'est important de pouvoir prendre en considération toutes ces différentes parties de notre être pour pouvoir être sur cette terre en toute sérénité. Voilà. Donc c'est pour ça en fait que quand je parle du diabète, je vais parler sur toutes les facettes, parce que si on prend que le prisme de l'alimentation, on va perdre beaucoup d'éléments pour mieux comprendre ce que c'est le diabète.
Donc, ce que j'aurais bien aimé faire comprendre à tout un chacun, c'est que le diabète n'arrive pas par hasard. Le corps donne toujours des signes de fatigue, des signes où effectivement on sent qu'on est irrité, qu'on voit flou, qu'on a effectivement, on urine beaucoup plus souvent, on va aux toilettes uriner souvent, régulièrement. On boit beaucoup d'eau ou encore on boit beaucoup de soda. Comme par hasard, on a envie de boire du soda, des choses sucrées. On a des démangeaisons, ça gratte. Donc, ce sont des signes que le corps, effectivement, explique que ça ne va pas à l'intérieur. Et c'est pour ça, en fait, que je ne le dirai jamais assez, il faut aller consulter. Allez voir votre médecin, parlez-lui de ces petits désagréments que vous avez et soyez surtout à l'écoute de votre corps physique. Parce que c'est lui qui est avec vous du début jusqu'à la fin. Oui, effectivement, le diabète, quand on devient diabétique, ça veut dire qu'on a le prédiabète depuis bien longtemps. C'est ça. C'est une maladie qui reste invisible. C'est pour ça que avant de parler du diabète, il faut parler des tests qui permettent de détecter le diabète. Il y a ce qu'on appelle la résistance à l'insuline pendant toute une période. Et on ne sait pas qu'on a cette résistance à l'insuline. Et le médecin à l'heure actuelle, et le gouvernement aussi, ne privilégie pas cette prévention qui consiste à faire un test qui est simple. Il s'agit de doser la glycémie et de doser aussi l'insulinémie dans le sang. Et le laboratoire fait un rapport qui est ce qu'on appelle le test de HOMA, qui permet de détecter qu'on est un prédiabète, qu'on a une résistance à l'insuline, et c'est de là qu'on peut rester pendant très longtemps sans savoir qu'on a déjà des signes dont tu parlais, et la fringale, l'envie de manger du sucre, la fatigue, et tous ces autres aussi. C'est ça. Donc effectivement, c'est important de pouvoir faire son test au niveau sanguin avec le test HOMA qui va permettre de savoir si on est résistant à l'insuline, on va expliquer tout à l'heure. Mais il y a des petits tests aussi, quand le cou est un peu foncé derrière la nuque, c'est foncé, il y a des petits, comment on appelle ça encore? Les taches brunes. Les taches brunes, mais aussi les petits, comment on appelle ça? Les petits signes de chair qui pendent là. Les petits signes de chair qui pendent justement, et c'est vrai que ça, ce sont des signes de résistance à l'insuline. Alors, qu'est-ce que c'est la résistance à l'insuline? C'est tout simplement, on aura beau envoyer beaucoup d'insuline, le corps n'ouvre pas les cellules pour pouvoir assimiler le sucre. Parce qu'en fait, l'insuline, c'est quoi? C'est une hormone qui est là pour ouvrir les cellules pour récupérer ce que vous avez mangé, parce que ce que vous avez mangé va dans votre sang pour après nourrir vos cellules. Donc, si ça reste dans votre sang et que l'insuline n'ouvre pas les cellules, les muscles, le cœur, le foie, enfin tous les organes et toutes les cellules du corps, le sucre reste dans le sang. Vous avez compris? Le fait d'avoir l'insuline va ouvrir les cellules pour que justement ce sucre soit brûlé à l'intérieur des cellules et qu'elle soit consommée. Et en fait, le problème de la résistance à l'insuline, c'est qu'on consomme tellement de sucre régulièrement que le corps sécrète beaucoup d'hormones insuline, sécrète, mais il y a tellement de sucre qu'il faut faire rentrer dans les cellules que ça ne fonctionne même pas assez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'insuline pour pouvoir faire ouvrir les cellules. Et donc, du coup, c'est un signe qu'on est en train d'abîmer notre pancréas. Parce que l'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas. Le pancréas, effectivement, aura beau synthétiser, sécréter de l'insuline par milliers, il va finir par se fatiguer. C'est une logique. Hein? À force, effectivement, de demander au corps de brûler du sucre, de digérer du sucre, ça demande du travail à notre corps physique. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut être à l'écoute de ce corps et se dire, bon, ben, là, je sens que mes dents sont carriées, que ça fait mal aux gencives. Quand vous mangez trop sucré, vous sentez que c'est désagréable. Donc, ressentir qu'on est à satiété, c'est aussi une sensation il faut être en alerte par rapport à ça et se dire que non, c'est bon, ça suffit. Et donc, c'est ça justement, c'est revenir à l'écoute de ce corps physique. C'est lui qui sait. Il est avec vous du début jusqu'à la fin. Donc, quand il commence à vous dire qu'il ne peut plus, mais il y a des gens qui sont tellement en dehors de leur corps, ils sont dans leur mental, ils sont dans leur rumination, qu'ils oublient que le corps physique est là pour les aider à savoir quand c'est bon pour eux, quand c'est pas bon. Donc, la résistance à l'insuline, c'est ça. C'est le corps sécrète de l'insuline, sécrète, mais il y a tellement de sucre à faire rentrer dans les cellules que ça commence à devenir pas suffisant. Donc, du coup, le corps commence à tolérer
des niveaux de sucre dans le sang trop élevés. Parce que normalement, dans le sang, tout est en équilibre. Je répète, dans le sang, tout est dans l'équilibre normalement. S'il commence à avoir des taux de sucre trop importants, c'est que l'insuline n'a pas réussi à faire le travail de faire rentrer dans les cellules. Donc, on se retrouve effectivement avec des dysfonctionnements, comme je vous ai dit, des fatigues chroniques, puisque le corps travaille plus, avec des démangeaisons, voix trouble, la vision est trouble, enfin un certain nombre de signes cliniques qu'il faut effectivement échanger avec votre médecin traitant. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, c'est exactement ce qu'il faut. Il faut que nous sachions pourquoi on mange. C'est ça. Pourquoi nous mangeons. Parce que notre organisme, notre cellule a au cœur de la cellule ce qu'on appelle une mitochondrie qui est vraiment l'usine de la cellule. Et si cette cellule ne reçoit pas l'énergie, elle ne peut pas fonctionner. Et cette énergie est apportée par les glucides, les protéines et les graisses. Et parmi cette énergie, il y a les glucides qui jouent un certain rôle. Et on a trop tendance à augmenter cette part de glucides qui fait qu'au bout d'un certain temps, cette cellule est agressée et elle ne peut pas fonctionner correctement. En fait, juste si je peux me permettre, c'est que d'une manière générale, c'est plein boudin à côté. On va parler franchement, c'est plein boudin, c'est l'estomac moins plein, bien manger. Et généralement, on va aller se contenter de manger des féculents, donc ce soit des légumes pays, mais maintenant les gens disent que ça coûte cher, donc ils préfèrent acheter du riz et des pâtes, avec une chair. Si on a de la chance, on a un bon poisson, sinon c'est du poulet en batterie, d'accord, rempli d'hormones, ou encore de la viande qui n'est pas forcément de bonne qualité. Ok? Aujourd'hui, c'est ce que notre population consomme. Et ce n'est pas ce que le corps veut, c'est pas ce que le corps souhaite. Alors, c'est vrai, avec du riz puis poule, mon estomac est plein, je suis satisfaite, c'est satisfaisant. Ma satiété est atteinte. Mais au niveau de ma fonctionnalité, parce que l'alimentation a une fonction, elle est là pour pouvoir faire en sorte d'apporter l'énergie nécessaire pour pouvoir être en forme et de faire notre action et pour justement être présent, être vivant. Et si on n'a pas des éléments vivants dans notre alimentation, c'est-à-dire des crudités, des fruits frais, de la salade, voilà, des jus de fruits, des macandias, des goyaves, des caramboles, on n'a pas d'éléments vivants. Quand tu manges ton riz et ton poulet, tout est mort. Tu me diras, encore heureux, à manger pour le vivant. Mais n'empêche que tu n'as plus d'éléments vivifiants dans ton alimentation. Vitamines, minéraux, il n'y a rien. Donc le corps est en difficulté, puisque le corps il ne sait pas créer les vitamines. Il sait créer que 2 vitamines, vitamine K et vitamine D. D'accord? Donc à un moment donné, si tu ne lui apportes pas du vivant, des crudités, des fruits frais, voilà, des légumes lactofermentés, des boissons lactofermentées, il y a des choses effectivement vivantes qu'on consommait beaucoup et qu'on a arrêté. Maintenant, c'est plein boudin. Et on n'arrête pas d'être dans cette dynamique-là. Pourquoi? Parce qu'on a un passif. On a un passif qu'on ne peut pas oublier. On vient d'une population qui a été méprisée et qui le seul refuge, c'était de faire en sorte de travailler, d'être debout pour pouvoir travailler. Puisque c'est ce qu'on nous demandait. On ne demandait pas d'avoir une belle peau, d'avoir des beaux cheveux. On demandait de travailler. Et là, aujourd'hui, il nous faut justement récupérer ce corps physique et se dire que non. Comment tu es composé? Le corps physique est composé à 80% d'eau. Dans mon riz et mon poulet, il y a combien d'eau? C'est sec. Donc c'est ma salive, mon sucre gastrique qui va aller hydrater le poulet et le riz. Et c'est ça justement qui est déprimant. C'est se dire effectivement, mais je vais faire en sorte que mes 80% d'eau à l'intérieur de mon corps soient renouvelés chaque jour. Pas une fois dans la journée, pas une fois dans la semaine, pas une fois dans le mois, mais tous les jours, je renouvelle mon eau. 80% d'eau. Ça veut dire que si je me mettais debout et que je remplis mon corps d'eau, l'eau qui est arrivée là, il y a de l'eau partout, dans chacune des cellules. Donc il faut renouveler cette eau-là. C'est une eau qui ne doit pas cogner, comme on dirait. Elle doit être vivifiante. Donc il faut impérativement apporter de quoi renouveler cette eau. Et où c'est qu'on trouve l'eau? De façon naturelle? Dans les crudités, dans les fruits frais. D'accord? Et surtout dans les infusions, dans les soupes, dans les potages, on a tout ça qu'on consommait régulièrement. Maintenant, aujourd'hui, qui prend un potage? Qui prend une belle soupe faite maison? Pas en brigand. Une vraie soupe maison.
Et en fait, à partir du moment où tu as compris que déjà toute la population, de manière générale, alors je ne veux pas dire toute la population, les gens qui sont militants et qui ont compris que leur corps c'est la richesse et ils font en sorte de bien s'alimenter. Mais il y a une grande partie de notre population, c'est aller au plus rapide. Boudin en plein, eh bien, aille dormir, il bon. Et le problème, c'est que notre corps n'est pas fait pour pouvoir digérer que ça. Il a besoin d'éléments fonctionnels, de fruits frais, de crudités, de légumes verts, de fibres. D'accord? Pour pouvoir fonctionner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le diabète est toujours sur un terrain où on ne mange pas forcément bien. Et donc, on va forcément dire, ah, pourquoi manger mal, c'est normal au diabétique. Mais ce n'est pas forcément que l'alimentation. Généralement, il y a toujours un petit choc émotionnel. Il y a toujours un petit décès ou une petite perte de confiance. Un événement, anodin des fois, qui fait que ça fait mal. Il y a quelque chose qui s'est passé, un événement qui m'a fait mal et que je n'accepte toujours pas. Rappelez-vous, les maladies n'arrivent jamais par hasard. Donc c'est important de pouvoir se poser, se dire, mais ça qui passe. Mon corps physique, tu es là avec moi depuis le début jusqu'à la fin. Pourquoi là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dysfonctionnes? Alors oui, je l'alimente mal. Donc forcément, le camarade n'est pas content. Parce que c'est ça aussi, ton corps physique, il faut pouvoir prendre soin de lui, bien l'alimenter. Mais il est avec toi aussi dans les moments difficiles. Quand il y a des épreuves de la vie, il réagit aussi. Et c'est pour ça qu'en médecine traditionnelle chinoise, on apprend que le pancréas, c'est le siège de la confiance. Et s'il y a eu un problème, un événement où on a perdu confiance, forcément, c'est le pancréas qui va dysfonctionner. Forcément, c'est le pancréas qui va dysfonctionner. Et donc, du coup, le diabète peut apparaître. Non seulement il y a ça, mais il y a aussi toute cette notion, en fait, de parasites. On a des parasites dans notre corps qui vont aller et qui aiment, il y a une certaine, la douce du pancréas aime beaucoup l'insuline. Elle va téter l'insuline et te dit, mais c'est bizarre. Je fais du sucre, je mange bien, tout va bien, je suis sereine. Il y a aussi cette notion de parasitologie qu'on ne prend pas assez en considération. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur le diabète, mais aujourd'hui, ce qu'on veut effectivement parler, c'est cette notion de prévention. Prévenir sur le fait que manger sainement, c'est déjà le premier palier. Le deuxième palier, c'est vivre avec sérénité, parce que sérénité égale santé. Alors, c'est facile à dire, hein. Je suis la première à dire, c'est facile à dire, parce que la vie c'est pas un bol de tout le monde. Mais n'empêche que ça s'apprend. Quand tu commences à conduire, tu es comme ça avec ton rétroviseur, pied sur le frein, tu ne sais pas à n'importe quel moment, il y a une moto qui passe, il y a quelqu'un qui passe devant toi. Il faut pouvoir être vigilant. Eh bien, c'est pareil dans la vie. Soyons vigilants. Il y a des événements qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et donc, pouvons se dire, j'ai mon pied sur le frein, mes yeux sont dans le rétroviseur et je conduis avec assurance et je sais que je suis au contrôle. Voilà. Donc, ce sont des petites choses qui sont importantes à pouvoir dire parce qu'on n'en parle pas assez. Alors, je suis diététicienne nutritionniste holistique, j'ai précisé, hein, parce que pour moi, c'est fondamental de mettre en balance la notion émotionnelle, surtout dans le diabétique. C'est très important. Et puis, on va revoir ensemble sur l'alimentation. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur... Non, simplement pour dire que on n'a pas besoin de sucre, en fait. Hein. Notre organisme tout seul fabrique du sucre. Et par contre, on a besoin, parce que notre organisme ne peut pas synthétiser ça, c'est les protéines, les acides aminés essentiels et certaines graisses. On parle du bon cholestérol. Donc, l'organisme peut vivre sans sucre pendant plusieurs jours. Il y a des gens qui ont démontré qu'on pouvait jeûner pendant une quinzaine de jours sans sucre. Donc, l'organisme peut synthétiser tout seul le sucre. Par contre, les acides aminés essentiels, les bonnes graisses, l'organisme ne peut pas les synthétiser. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte dans la quantité de sucre qu'il faut et les autres éléments de procurer l'énergie. Ouais, juste rajouter de faire la différence entre sucre naturel et sucre industriel. Parce que ça, des fois, c'est un peu compliqué pour certaines personnes de comprendre qu'il y a une différence entre la macanja que je mange et le flou que je mange. Vous avez déjà compris que c'est quoi la différence? La macanja, elle va m'apporter des fibres, elle va m'apporter de l'eau, elle va m'apporter des minéraux, du magnésium.
elle va m'apporter des éléments, d'accord, qui vont nourrir mon corps physique, d'accord? Alors que le bâton glacé, parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub, le bâton glacé que je prends qui est industriel et qui est avec des colorants, avec un sucre à base de sirop de glucose, qui n'est pas un vrai sucre, ne va pas arriver dans le corps pareil. Puisque le corps, lui, c'est un être naturel. Donc, il aime quand il reçoit des choses naturelles. Donc, on est d'accord que la macanja, elle va arriver avec du sucre naturel. Le corps, déjà, il ne sera pas inflammé parce qu'il sait que ça vient avec des fibres, avec des minéraux, ça apporte quelque chose. Là, le bâton glacé, la glace avec de plusieurs couleurs, ça va aller inflammer le corps parce que le corps se dit, mais qu'est-ce que vous voyez là-bas, moi? C'est pas prévu dans le protocole, c'est pas naturel. Donc déjà, c'est pas un sucre qui sera facile à dégrader, c'est un sucre qui colle, qui n'est pas du tout digéré et brûlé de la même façon, et donc qui ne va pas être apprécié et qui ne va pas être justement aussi bien toléré que la macanja ou la goyave ou la carambole ou le melon ou la pastèque. Et en fait, c'est important de pouvoir en faire cette différence-là parce que l'industriel nous a fait passer leur fameux sirop de glucose. Le sirop de glucose, c'est quoi? C'est du maïs qu'on a chauffé, qu'on a réduit en sirop. Je reprends, le sirop de glucose, c'est du maïs qu'on a chauffé, qu'on a réduit en sirop. Et ça, ils mettent ça partout. Dans les biscuits, dans les gâteaux, dans les jus, les sodas. C'est pas du sucre de canne. Ça coûte trop cher. C'est du sirop de glucose. Donc, on est sur des produits qui sont ultra transformés. Et quand le produit est ultra transformé, il perd sa matrice originelle. Retenez ce terme, matrice originelle. Un aliment a sa matrice, c'est-à-dire son organisation extracellulaire. Quand tu coupes un concombre, tu vois y aller les graines au milieu, tu vois y aller les petites nervures, les fibres, tout ça est organisé d'une certaine façon. Quand tu es avec des produits industriels, toute cette matrice est modifiée, mixturée avec des additifs, des colorants, des conservateurs, des choses qui ne doivent pas être normalement dans la matrice originelle, mais qu'on introduit pour conserver le produit, pour le vendre le plus longtemps possible. Et c'est là où justement on est dans le faux. C'est qu'aujourd'hui, on a une alimentation qui est totalement artificielle. Et je vais vous dire un truc qui est clair. Si on revient sur une alimentation naturelle, de mère nature, sans toucher quoi que ce soit, tout le monde est en bonne santé. Parce que même si on a des mauvais coups dans la vie, des événements un peu difficiles, des choses qui nous choquent, mais on est vigilant parce qu'on mange bien. Parce qu'il y a toujours des éléments tristes à vivre dans la vie. Il y a toujours des éléments un peu perturbants, des traumatismes, des choses qui, effectivement, qui perturbent les gens. Mais le fait de pouvoir avoir ces vitamines, ces minéraux, le corps est vigilant, le corps est nourri, le corps est en vitalité. Donc, il y a une meilleure résistance pour pouvoir acquiescer un petit peu, accueillir ces chocs de vie, ces traumatismes de vie. Sauf qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de traumatismes et on n'a pas justement l'alimentation naturelle qui nous rend vigilant. On n'est pas vigilant, on est tous fatigués. Nous toutes là, kachembe. Et donc, du coup, c'est parce que justement, nous kachembe que les maladies se font un plaisir de rentrer et aller venir. Et donc, la base, je vous dis franchement, la base, c'est de revenir sur l'alimentation la plus naturelle possible. Tout ce qui est transformé, ultra transformé, essayez de vous éloigner. C'est pas évident, parce que c'est ce qu'on nous propose le plus souvent et pas cher. Mais pourquoi c'est pas cher? Il faut se poser les bonnes questions. C'est pas cher parce que justement, c'est un dixième de ça, avec un dixième de ça, avec des conservateurs. Donc, c'est important de pouvoir reprendre justement cette dynamique où j'écoute mon corps, parce que la notion de manger 3 fois par jour, c'est une notion qui vient de l'après-guerre, où il fallait effectivement écouler ces produits industriels. Donc, écoutez son corps. Quand j'ai faim, je mange. Et la plupart du temps, j'ai soif. Le corps, il a d'abord besoin d'eau. Quand quelqu'un a faim, vous lui donnez un morceau de pastèque, un morceau de melon, quelque chose de fruit, quelque chose qui va apporter de l'eau, vous allez voir quand la personne se dit « Ah non, finalement, je n'aurai plus faim ». Parce que le corps, c'est d'abord de l'eau qu'il veut à chaque fois. Je vous rappelle, on est fait à 80% d'eau. 80%, ce n'est pas 8%. 80% d'eau. Donc cette eau-là, on a besoin pour pouvoir fonctionner. Et donc effectivement, comme disait le docteur, la notion en fait d'acide aminé avec les protéines est aussi importante. C'est-à-dire que notre corps, il a besoin de protéines. Il a besoin avant tout de sucre naturel, également de protéines naturelles. On est pareil, dans la même dynamique. Protéines naturelles, on va retrouver dans les cornets de pistache qu'on le prenait avant. Qui est-ce qui n'a pas mangé des cornets de pistache? Alors, pistache, cacahuètes. On est d'accord que c'est des cacahuètes.
Mais cette habitude martiniquaise de manger un cornet de cacahuètes l'après-midi permettait d'éviter d'avoir trop de viande. Parce que dans le cornet de pistache, j'avais ma quantité de protéines. C'est ça qui est merveilleux, c'est que j'ai du bon gras, mais en même temps, j'ai des protéines dans mes cacahuètes. Les cacahuètes apportent tous les acides aminés nécessaires. Donc, les protéines, ce n'est pas que dans les produits animaux, ce n'est pas que dans la viande, le poisson, c'est également dans les végétaux. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien rappeler aux gens que si vous mangez 80% de votre alimentation en végétal, vous êtes déjà dans une alimentation qui va vous faire du bien. Donc, concrètement, le matin, un petit de l'eau coco, un petit salade de concombre avec une petite sardine. Le midi, avec effectivement une maconja à 10 heures. Et se dire que je mange un petit peu après, quand j'ai faim, par exemple, la plupart du temps, environ 16h, 17h, manger son repas comme si son souper, ou après, si on a envie de prendre encore une soupe. En fait, tout s'organise, il n'y a pas de schéma. Voilà, on n'est plus à l'usine. Parce que les schémas, les 3-8 là, c'était à l'époque de l'usine. Et donc, du coup, il y avait une obligation de fonctionner comme ça. Aujourd'hui, il faut être à l'écoute de son corps et voir si j'ai envie de manger ça. Mais toujours être dans l'optique, j'apporte à mon corps des choses naturelles. Voilà, donc il y a plein de choses à dire sur le diabète. Mais revenons sur déjà la base d'une alimentation saine. On est déjà, voilà, dans un premier pas. Oui, ce que tu dis est très important parce que dans le domaine scientifique, on a l'habitude de dire bon, il y a des glucides lents, il y a des glucides rapides. Et mais les gens on entend par glucides lents, c'est-à-dire que quand on mange un produit, il augmente progressivement le sucre. Et par contre, les glucides rapides, une fois qu'on a mangé, la glycémie augmente tout de suite dans le sang et il y a une sécrétion d'insuline pour régler. Donc, on n'apporte pas beaucoup d'importance à la nutrition naturelle parce que, effectivement, comme tu disais, ça ne coûte pas cher. Parce que, effectivement, la santé est devenue un système économique. Bradé. Et on privilégie ce qui coûte très cher à l'heure actuelle. Et dans le domaine du diabète comme dans d'autres types de maladies, nous voyons des médicaments qui sortent, qui ne sont même pas encore testés correctement, mais qui coûtent très cher. Et dans le diabète, on a ce problème, on a ça surtout dans la cancérologie, dans le traitement des cancers. Donc il est nécessaire de revenir à une alimentation naturelle. Donc tu vas nous parler maintenant de ce qu'il faut manger dans le diabète et dans la prévention du diabète. Alors, dans l'alimentation du diabétique, on a remarqué un certain nombre de choses. On a remarqué qu'il y a des IG bas, index glycémique bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu manges, par exemple, une glace, le sucre qu'il y a dans la glace va passer beaucoup plus vite dans ton sang que si tu manges, par exemple, un carreau de fruits à pain. D'accord? Le carreau de fruits à pain, le temps que tu mastiques, le temps que ça se dégrade, parce qu'il y a quand même des fibres, le sucre va arriver au fur et à mesure dans ton sang. Alors, je vous rappelle, le diabète, c'est un problème de concentration de sucre dans le sang. Normalement, je vous dis, le sang est censé être à l'équilibre. Il ne doit pas avoir de teneur plus importante que d'autres. C'est à l'équilibre. Quand vous mangez, vous mastiquez, vous avalez, vous digérez, après, ces petites molécules vont passer à travers votre intestin et vont aller nourrir votre sang. D'accord? La cuisse de poulet ne va pas directement dans le sang comme ça. Il y a tout un processus de digestion et d'assimilation qui fait que ces petites molécules vont aller nourrir le sang et le sang va faire sa livraison. Comme le facteur va livrer les colis pour chacune de vos cellules. D'accord? Donc, c'est pour ça, en fait, que l'index glycémique, c'est la rapidité avec laquelle le sucre de l'aliment que vous mangez passe dans le sang. Donc, vous avez bien compris que plus vous prenez des index glycémiques bas, donc des aliments qui vont faire monter le sucre très lentement, pas aussi rapidement, c'est le plus important. Donc, entre une glace et un carreau de fruits à pain, forcément, je vais choisir le carreau de fruits à pain. Entre un carreau de fruits à pain et des lentilles qui sont très cuits en crème et tout ça, je vais préférer le carreau de fruits à pain. Parce que les lentilles, quand elles sont très cuites, elles se développent en sucre. Et donc, du coup, ça fait que la charge glycémique est plus importante. C'est-à-dire que le taux de sucre est plus important, donc ça passe aussi vite.
Donc, en fait, en clair, plus l'aliment est naturel, plus l'aliment a sa structure fibreuse, donc avec des fibres, moins ça va aller vite dans le sang. Ok? Par contre, plus l'aliment est industriel, avec mixé, avec des additifs, avec des colorants, avec des choses comme ça, vous aurez généralement un index glycémique plus élevé. Le sucre va arriver beaucoup plus vite dans le sang. Donc, déjà, cette notion-là, elle est importante. Donc, le matin, on part toujours du principe qu'on s'hydrate. On va boire de l'eau en quantité, d'accord? Donc, moi, j'aime bien commencer avec minimum une chopine d'eau. Donc, 500 ml à 600. Oui, je sais, ce n'est pas du jour au lendemain que vous pouvez faire ça, mais c'est une habitude à prendre. Vous commencez par avec un petit verre, après un moyen verre, après un grand verre, et après, vous allez monter au fur et à mesure. Parce que quand vous avez, dès le matin, votre quantité d'eau, alors attention, de l'eau qui soit justement dynamisée. De l'eau avec une petite pincée de sel non raffiné, une pincée de sel, je n'ai pas dit une cuillerée, une petite pincée, 2 petits morceaux de sel, 2 petits grains de sel non raffiné, du sel non raffiné, sel de Guérande, sel de l'Himalaya, sel de Camargue, un jour peut-être le sel des salines, on y espère, un jour on aura encore cette notion de Marie Salan qui a existé à l'époque, hein. Donc ça aurait été bien qu'on puisse en avoir. Puisqu'en fait, le sel qui est raffiné, les sels bleus baleines, là, les sels fins de table, ce sont des choses qui sont totalement toxiques et que je déconseille fortement. D'accord? Nous revenons sur un sel brut, d'accord? Non raffiné. Donc, une petite pincée de sel dans mon verre d'eau, je peux m'hydrater avec cette eau-là. C'est la première action que je dois faire. Et après, je bascule sur des crudités, encore de l'eau, d'accord? Avec un apport en protéines. Ça peut être sardines, maquereaux, des œufs. Les œufs, on ne cuit pas trop fort les œufs. Les œufs, c'est toujours avoir le petit jaune un peu brillant. D'accord? Parce que dans le jaune, vous avez... Alors, essayez de prendre des œufs de qualité, hein, bio ou encore du voisin qui a fait tester son sol. Voilà, où il n'y a pas de chlordécone. Enfin, vraiment être vigilant par rapport aux œufs parce que dans le jaune, vous avez vraiment des choses qui sont fabuleuses et qui sont très intéressantes pour la santé. Mais il ne faut pas trop cuire. Quand vous cuisez trop votre jaune, vous perdez toutes les vertus. D'accord? Donc, soit une petite omelette, un petit peu de sardines, un petit peu de maquereau, un petit peu de viande de grison éventuellement. Donc, c'est de la viande séchée. Donc, c'est beaucoup moins gras que le saucisson, salami, charcuterie. On évite le plus que possible. D'accord? Donc, ou encore tout simplement des graines germées. Alors, c'est vrai que les gens ne connaissent pas forcément. Enfin, il y en a qui connaissent, mais pas tout le monde. Les graines germées, ce sont des graines qui deviennent justement, parce que le but de chaque graine, c'est de refaire une plante. Et donc, la graine germée, en fait, elle commence à redevenir une plante et elle germe. Et en germant, elle va être gorgée en acides aminés, donc en protéines. Donc, c'est intéressant de prendre des graines germées le matin. OK? Et puis, on a son eau, on a ses protéines. Après, on peut avoir un petit peu de sucre, donc du sucre toujours naturel, avec une petite macanja, avec un petit ananas ou un petit melon.